Bonjour à tous. Dans la soirée du 24 juillet 1943 se déroule le premier acte d'une pièce digne d'une tragédie antique où se mêlent trahison et fidélité qui va conduire à la chute du régime qui préside aux destinées de l'Italie depuis 21 ans et de celui qui l'incarne, Benito Mussolini. Dans un huis clos étouffant, le Duce est destitué par des hommes qui pourtant l'entourent depuis ses débuts et ont eu pour lui une véritable fascination. Alors, qui sont ces hommes? Les chefs fascistes, les hommes de Mussolini? Réponse avec notre invité Frédéric Lemoyle. Frédéric Lemoyle, bonjour. Bonjour, cher monsieur. Vous êtes docteur en histoire, spécialiste des relations internationales et vous enseignez au lycée militaire de Saint-Cyr-École ainsi qu'à l'IRCOM d'Angers. Vous intéressez particulièrement à l'Italie fasciste et vous avez d'ailleurs publié en 2015 chez Perrin un Victor Emmanuel III, un roi face à Mussolini. En 2018, toujours chez Perrin, une histoire du fascisme pour laquelle je vous avais reçu. Et en 2022, les hommes de Mussolini, donc mieux vaut tard que jamais, vous allez nous en parler. Alors, notons aussi la parution, encore chez Perrin, en 2024, d'un Pie XII, le pape face au mal, qui fera l'objet d'une prochaine émission. Mais revenons aux hommes de Mussolini, et pour introduire notre discussion, je vais reprendre ce que vous écrivez dans votre avant-propos. Plusieurs d'entre eux vécurent leur première rencontre avec lui, Mussolini, comme une révélation quasi divine. Tous, à leur manière, l'ont admiré, adoré, déifié, ont sacrifié au mythe mussolinien et à son culte de la personnalité en parfaite connaissance de ses limites et de ses défauts. Mais cela comptait bien peu face au génie qu'ils pensaient avoir devant eux, à ce héros des temps modernes qui apportait la rédemption à l'Italie après des décennies, pour ne pas dire des siècles de décadence. Ils crurent en lui avec la force d'une foi religieuse, comme des disciples du nouveau Dieu de l'Italie. Alors, est-ce qu'on peut vraiment dire que Mussolini exerçait une fascination quasi divine sur ses adeptes? Je crois qu'on peut le dire parce que si on part de l'idée que le fascisme, en fait, est une religion politique qui s'est voulue religion de substitution au christianisme et qui est né dans une Italie en fait très catholique où la catholicité imprègne tous les esprits. Donc l'écriture dit le verbe s'est fait chair et en fait le fascisme c'est l'idée qui s'est fait chair. Le fascisme a préexisté à Mussolini, mais en fait toute l'œuvre de Mussolini, tout le travail de Mussolini a été d'absorber le fascisme. Il a existé de quelle manière En fait parce que Mussolini n'a pas été le créateur du fascisme. En 1919, le fascisme naît de plusieurs mouvements qui se sont agréés les uns aux autres et comme on aura l'occasion de le dire dans notre conversation, il y a eu des fascismes. Mais lui, en fait, tout son travail a été d'absorber le fascisme dans sa personne. Il a finalement incarné. L'idée. Et donc, s'il y a religion, en fait, eh bien, il y a bien sûr un nouveau Dieu et il a été en quelque sorte le nouveau Dieu de l'Italie, qui a été au centre d'une adoration populaire. Les Italiens ont-ils été fascistes en profondeur? On peut se poser la question et c'est un débat, mais je crois que l'on peut dire quand même que beaucoup d'entre eux, une majorité d'entre eux, a été vraiment mussolinienne, au sens où il y a eu une adoration pour cet homme. Et en fait, sa fin tragique, c'est-à-dire la manière dont il a été fusillé et son corps ensuite piétiné par une foule hystérique, en fait, là aussi, il révèle à quel point il avait incarné le fascisme, c'est-à-dire que détruire le corps de Mussolini en 1945, c'est aussi détruire définitivement le fascisme. Donc en effet, tous ces hommes ont adoré au sens religieux, vraiment du terme, cet homme qu'ils ont servi avec fidélité, avec servilité pour beaucoup d'entre eux, jusqu'au moment où ils ont perdu la foi, en 1943, et il y a eu un complot des grands du fascisme, nous allons en reparler, qui a abouti à la chute de Mussolini. Donc c'est vraiment une fascination de l'ordre de l'intime, on est dans l'affectif, on n'est pas dans la terreur comme ça pouvait l'être avec pas du tout, Staline. Il ne les terrorise pas, effectivement, d'abord parce que c'est un homme brutal mais qui n'est pas cruel, et il savait l'adoration qu'il suscitait, la fascination qu'il suscitait, mais même avant d'être le grand leader, le grand chef fasciste, même à l'époque du Parti socialiste, il y avait un magnétisme qui sortait de sa personne. Donc il savait qu'il n'avait pas besoin d'être cruel.
de leur faire peur. Il savait que ces hommes le servaient avec fidélité, qu'il exerçait une fascination sur eux. Et puis, il l'utilisait, il les montait les uns contre les autres. Il utilisait beaucoup, on va le voir, en effet, la division. Vous dites que c'est un homme brutal. C'était pas un séducteur? Alors, bien sûr, c'est un séducteur autant qu'il est brutal. Il est brutal. Peut être enjôleur, il peut être patelin, il sait les flatter, il sait faire croire qu'ils sont importants, alors qu'il les méprise tous. Il y en a certains qu'il craignait, comme Balbo et Grandi, mais il a beaucoup de mépris quand même pour beaucoup des gens qui l'entourent. Il est brutal dans les mots, il est brutal dans son comportement, notamment avec les femmes. Il est brutal dans sa politique, mais il n'est pas cruel. C'est-à-dire qu'aucun de ces hommes, d'ailleurs, ne fait preuve de cruauté. Ils sont brutaux, ils ont du sang sur les mains, ça c'est absolument incontestable. Ils utilisent et aiment la violence, mais on ne trouvera jamais parmi eux l'équivalent d'un Himmler ou d'un Heydrich, c'est-à-dire des gens qui se réunissent pour décider de la mort de millions d'êtres humains. Alors, est-ce que, donc là vous avez expliqué d'où vient cette fascination, mais ces hommes qui l'entourent ont tous des origines, d'où viennent-ils? Ils ont des origines très, très diverses? En fait, c'est des petits bourgeois, en fait. Il ne faut jamais oublier que le fascisme est une révolution qui trouve ses racines dans la révolution jacobine de 1793. Et comme toutes les révolutions, en fait, eh bien, les hommes qui y participent sont jeunes, car le fascisme s'est voulu jeune, a voulu incarner la jeunesse et l'action. Et en fait, ils ont tous des origines petits bourgeoises. Alors, ils ont fait la plupart du temps des études. Il ne faut pas les imaginer comme des brutes épaisses, sortant d'une caverne et allant tabasser leurs adversaires, ce qu'ils ont fait, effectivement. Mais à côté de cette violence politique qu'ils ont exercée, incontestablement, en fait, ils ont fait des études, ils sont avocats, ils sont journalistes. Il y a beaucoup de journalistes, ils aiment l'écrit, comme leur chef d'ailleurs, comme Mussolini. Ils aiment les mots, ils aiment la presse, ils aiment écrire dans les journaux. Et puis, ils sont issus de la petite bourgeoisie dans laquelle souvent on recrute les chefs révolutionnaires parce qu'ils ont soif d'action, ils ont soif de rupture. Donc, c'est un lien aussi avec le jacobinisme de 1793. Et puis, bien sûr, comme plus tard, toutes les autres révolutions, jusqu'à celle de mai 68, recrutent ces adeptes dans la petite bourgeoisie. Mais alors, finalement, parmi tous ces hommes, c'est Mussolini qui est le moins, qui vient pas lui de la petite bourgeoisie. Non. Est-ce qu'il y avait peut-être un complexe de Mussolini? Il y a beaucoup. Alors, contrairement à ce qu'il dit, il ne sort pas quand même de l'extrême pauvreté. Mais bon, son père était aubergiste, forgeron, puis qui est devenu aubergiste. Voilà, donc. Effectivement, on n'est pas là dans la bourgeoisie. Ils ne sont pas dans la misère non plus. Ils ne sont pas dans la misère non plus. Et il y a énormément de ressentiment. Si on veut comprendre Mussolini, il faut prendre en compte ce ressentiment social. C'est-à-dire que sa mère, Mamma Rosa, l'avait tenu à l'inscrire dans un collège un peu huppé, où il a fréquenté les fils de la bourgeoisie qui se sont beaucoup moqués de lui, et il en est sorti avec une haine de la bourgeoisie qui en fait ne l'a jamais quitté. À travers toutes les évolutions, ce qui peut paraître parfois comme des reniements de la part de Mussolini, il y a quand même certaines cohérences, et l'une de ces cohérences, c'est son rejet viscéral de la bourgeoisie, du monde de la bourgeoisie et des valeurs que draine la bourgeoisie. Et lui, c'est un autodidacte, en revanche. Alors c'est un autodidacte, effectivement, il n'a pas fait... cultivé, notamment quand il est en exil en Suisse, il fréquente beaucoup les bibliothèques, il lit énormément. C'est d'ailleurs pendant son exil qu'il découvre la philosophie de Nietzsche qui l'a beaucoup marqué, beaucoup plus que Marx, même à l'époque où il se dit marxiste, il est beaucoup plus nietzschéen que Marx, mais il a une vraie culture, et sa rencontre avec Margareta Sarfati contribue à le faire rentrer dans les milieux cultivés, mondain de l'Italie. Elle a beaucoup compté dans la culture que se forge Mussolini, et notamment toute la culture par rapport à l'Empire romain, à la romanité, qui, on le sait, a été une des caractéristiques du fascisme régime. Alors, vous l'avez dit, Mussolini, lui, va incarner le fascisme, il va effectivement rassembler sur sa personne tous les courants, mais
Est-ce qu'il y avait une caution intellectuelle pour créer une pensée homogène? C'est-à-dire que parmi tous ces hommes, est-ce qu'il y a des intellectuels, est-ce qu'il y a des philosophes, est-ce qu'il y a des penseurs? Alors qui sont-ils? Oui, il y a des hommes qui ont voulu intellectualiser le fascisme. Alors il n'y a pas un livre, il n'y a pas l'équivalent de Mein Kampf de la part de chez Mussolini, mais il s'est entouré d'un certain nombre d'intellectuels. On pense à Giuseppe Bottai, à Giovanni Gentile, puis Pavolini pour la dernière période de la RSI, qui ont essayé de créer un corps de doctrine du fascisme. Vraiment, ils ont essayé de le définir, mais ils avaient leur fascisme. Qui étaient ces hommes? C'était des professeurs, des chercheurs? Alors, Giuseppe Bottai, c'est un intellectuel, mais qui a quand même participé à l'aventure du squadrisme, des chemises noires, là où Giovanni Gentile est vraiment l'universitaire classique, l'intellectuel classique. Et ils ont développé une pensée particulière. Par exemple, le fascisme de Giovanni Gentile, c'est un fascisme, mais un peu aussi comme Bottai, qui est héritier du Risorgimento, qui fait beaucoup référence à la pensée de Giuseppe Mazzini, dans le sens où il y a une adoration de la nation. Et du coup, ce qui entraîne une adoration de l'État, puisqu'en Italie, c'est l'État qui forge la nation. Et Giovanni Gentile parlait de l'État éthique, c'est-à-dire d'un État qui possède un idéal qui est offert aux Italiens. Et cet idéal, en effet, c'est d'achever définitivement le processus du Risorgimento, puisque le fascisme considérait que la nation italienne n'était pas achevée et qu'il allait conclure le cycle de création de la nation italienne. Mais chacun d'entre eux avait son fascisme, puisqu'il n'y a jamais eu une doctrine fasciste extrêmement claire, et par leur pensée, ils pouvaient heurter d'autres courants du fascisme. Mais ce qui est très intéressant, c'est que, notamment avec Bottai, c'est que il y avait des discussions, il y avait des débats au sein du fascisme sur la nature du fascisme, sur ce que devait être le fascisme. On pouvait débattre, les intellectuels pouvaient débattre, évidemment dans un cadre quand même qui avait ses limites, qui était bien sûr les limites imposées par le fascisme. Mais il ne faut pas imaginer là aussi une pensée complètement sclérosée, une pensée qui aurait été écrasée par des brutes en chemise noire. Non, pas du tout. On a eu une effervescence intellectuelle qui est particulièrement intéressante. Et Mussolini, lui, écoutait tout ce monde, lisait ou les laissait faire? Alors, il les laissait faire, il instrumentalise tout cela, et alors quand ça va trop loin, ici, la fin de la récréation, par exemple, lorsque un philosophe fasciste qui est Ugo Spirito, qui appartient à la frange à gauche du fascisme, évoquait l'abolition de la propriété privée, ce que Mussolini n'a jamais envisagé. Bon, il a mis fin aux discussions. Là, on allait beaucoup trop loin. Alors, en face de ces hommes comme Gentile ou Bottai, on a des hommes qui sont un peu plus bruts de décoffrage. Je pense à Achille Starace. Alors, Achille Starace, c'est effectivement celui qui dirige le PNF, le Parti national fasciste, dans les années 30. Alors, qui était certes pas intellectuellement, qui était quand même pas très élevé, puisque quand Mussolini l'a nommé, une personne lui a dit mais enfin c'est un idiot, et il répond oui, il est idiot mais il est fidèle. Donc en fait il le place pour tenir le parti, et on a eu là les aspects les plus grotesques, mais sérieux, les plus grotesques et les plus totalitaires. Alors les plus grotesques, c'est par exemple la marche au pas de loi, qui a fait rigoler tout le monde à l'époque, l'interdiction de se serrer la main, le tutoiement obligatoire. Alors tout ça faisait rigoler, les Italiens utilisaient énormément l'humour. Starace s'est retrouvé au centre ce que les Italiens appellent les barzellette, c'est-à-dire les plaisanteries. Oui. Enfin tout le monde rigolait, mais c'était quand même très très sérieux, puisque avec Starace on a vraiment eu... Et ça rigolait même au sein du parti? Bien sûr, et tout le monde rigole. Ciano méprisait le gendre de Mussolini, Ciano méprisait complètement Starace, enfin tout le monde le méprisait, mais c'était quand même très très sérieux, puisque c'est quand même la phase la plus totalitaire, en tout cas dans ses aspirations. Concrètement, bon, c'est plus compliqué, mais il y a vraiment là, on franchit une étape dans l'emprise
dans l'essai, en tout cas, d'emprise totalitaire par le PNF de la société italienne. Donc derrière cet aspect un peu grotesque et félinien, si j'ose dire, de Starace, il y a quelque chose de très sérieux, même si le personnage il n'est pas un personnage très moral sur plusieurs aspects. Et à vous raconter, je vais vous laisser faire, mais vous racontez sa fin qui est aussi assez, pas spectaculaire, mais étonnante, grotesque. Alors il a été disgracié avant la guerre et il ne s'en est jamais remis parce qu'il a perdu l'estime du dieu Mussolini. Donc il passe la guerre. Mussolini l'appelait mon Molosse. Le Molosse. Et il était fier d'ailleurs. Starace était fier, ça vous dire le personnage. Il était fier d'être qualifié du Molosse du Duce. Et en fait, au moment de l'écroulement du fascisme en 1941, qu'il est à Milan, puis il ne se rend pas bien compte de ce qui se passe, puisque au moment vraiment même de la mise à mort de Mussolini, il sort de chez lui, et puis quelqu'un le reconnaît, il lui dit « Starace, où vas-tu » Il va dire « Je vais prendre un café », et il est arrêté par des partisans qui le jugent de manière expéditive, et il est fusillé, et son cadavre fait partie de ceux qui ont été exposés sur la place Loreto avec Mussolini et Clarata Petacci. Donc il a suivi son doute jusqu'à la mort. C'est plutôt tragique. Oui. Grotesque parce qu'il était parti faire un footing. Un footing, voilà, il partait faire un footing. Voilà. Alors on parle de ces hommes, vous parliez de ces différents courants. Donc Mussolini les laissait s'exprimer, ces courants. Oui, du moment où il ne sortait pas en effet des limites imposées par lui, donc on ne sombrait pas dans le grotesque, c'est-à-dire qu'il ne fallait pas aller trop à gauche, et il ne fallait pas non plus aller trop à droite. Trop à gauche parce qu'on devenait communiste, et il y a une frange qui penche vraiment vers le communisme, qui n'hésitait pas à dire que le fascisme était une sorte de communisme réussi, et puis il y avait d'autres tendances qui étaient plus conservatrices, plus traditionnelles. Et là, Mussolini aussi les tenait parce qu'il fallait que le fascisme restât une révolution. Mais est-ce qu'il y a une voie du milieu incarnée, je ne sais pas, par Grandi, par exemple ? Alors, on parle souvent de fascisme modéré, en effet, comme pouvait l'être Grandi. Alors, bien sûr, qu'est-ce que fascisme modéré ? C'est le fascisme, en fait, qui est institutionnalisé, qui rentre dans les institutions et qui opère certes une révolution des esprits, mais sans mettre à mal quand même les structures les plus traditionnelles de l'Italie. Il ne faut pas oublier qu'on reste dans un royaume, dans une royauté. Et effectivement, la question de l'Église, importante en Italie, on va en parler, et bien sûr de la monarchie restait quand même centrale. Et là, le groupe fasciste, les dirigeants fascistes sont divisés en deux groupes. Vous avez un groupe qui est clairement républicain, qui considère que la monarchie incarne l'ancien monde, et le fascisme étant une révolution, il doit être républicain, et il faudra à un moment ou à un autre abolir la monarchie. Et vous avez un autre groupe, qui est par exemple porté par De Vecchi, entre autres, ou le maréchal des Bono, qui considère qu'on ne peut pas abolir la monarchie, car la monarchie, notamment la dynastie de Savoie, incarne la nation, puisque c'est cette dynastie, c'est la maison de Savoie qui a réalisé, au moment du Risorgimento, l'unité de l'Italie. Et donc le roi reste l'incarnation de la nation. Mussolini est entre les deux groupes, c'est-à-dire que de cœur, il est républicain, et il l'a toujours été, mais l'homme extrêmement pragmatique qu'il est a compris en 1922 qu'il ne pouvait pas accéder au pouvoir, c'est-à-dire être nommé par le roi président du Conseil, évidemment, sans affirmer que la question du régime ne serait pas posée. Donc il le dit officiellement en 1922, avant la marche sur Rome, dans un discours à Udine, dans lequel il dit « la question du régime ne se posera pas », ce qui lui ouvre en fait les portes du pouvoir, avec les fascistes qui sont en liaison avec le palais royal. C'était le cas de Grandi pendant la marche sur Rome, de De Vecchi, en effet, et du maréchal des Bono, qui sont en liaison avec le palais royal et le roi Victor Emmanuel III, ce qui facilite. C'est un des éléments qui permet à Mussolini d'être nommé Premier ministre le 30 octobre 1922. Et j'insiste bien sur le terme de Premier ministre, parce qu'il n'a été que Premier ministre pendant toute la dictature. Il a toujours eu le roi au-dessus de lui, qui l'a nommé et qui finalement le destitue en complicité avec les grands du régime. Et alors, comment Mussolini gouverne-t-il avec ses hommes ? Est-ce que c'est quelqu'un qui écoute les avis, qui tranche ensuite, ou il en fait qu'à sa tête ? Non, il gouverne seul. Il n'a pas d'amis.
Et d'ailleurs, il le dit, dans des entretiens avec un journaliste allemand, Emil Ludwig, il lui dit « Je n'ai pas d'amis, je suis seul ». Et c'est un problème d'ailleurs, parce qu'il a été de plus en plus seul et de plus en plus isolé, en fait, et il a perdu le contact avec le pays réel, si j'ose dire. Et puis, il ne les écoute pas. Il attend beaucoup, quelques années avant d'en faire des ministres. C'est-à-dire que vraiment tous ceux qui ont participé, même ceux qui ont participé à la marche sur Rome, qui l'ont donc aidé quand même à accéder au pouvoir, ne deviennent ministres qu'en 1929. Et puis il n'hésite pas à les destituer d'un coup, en une journée, ou alors il envoie un mot en disant tu démissionnes de ta charge. Il les change de portefeuille. Ou quand ils commencent à être un peu trop importants, il les envoie en pseudo-exil, c'est-à-dire qu'il leur confie des tâches dans les colonies, que ce soit en Libye, dans le Dodécanèse ou en Éthiopie. Comme ça, il éloigne ceux qui pourraient constituer une menace, parce qu'il connaît très bien l'histoire de la Rome antique, l'histoire de la Révolution française, l'histoire du Premier Empire. Et il sait que certains de ces hommes peuvent constituer des menaces. Donc il gouverne seul, il ne les écoute pas, il les associe au pouvoir, mais d'une manière quand même suffisamment éloignée pour qu'ils ne s'imaginent pas être de véritables potentats qui pourraient menacer leur pouvoir. Mais il ne règne pas, encore une fois, par la terreur comme pouvait absolument le faire pas. Absolument pas. Il ne les terrorise pas. Et c'est ce qui contribue d'ailleurs en 1943 à la révolte des hiérarques qui le destituent. Et on a du mal à imaginer une révolte à Moscou ou même à Berlin des principaux chefs du régime, soit communiste ou national-socialiste. Mais en revanche, s'il ne les écoute pas, est-ce qu'il sait utiliser les compétences de ces hommes? Oui, d'une certaine manière. Je pense à De Vecchi, effectivement, à l'occasion des négociations des accords de Latran. Là, Alors, il utilise ces hommes qu'il en a besoin. Alors, quand il faut nommer le premier ambassadeur auprès du Vatican, il choisit De Vecchi qui était dans le courant catho-fasciste, tel qu'on le disait même à l'époque, catholique et fasciste. Ou alors, il a utilisé Dino Grandi comme ministre des Affaires étrangères, puis comme ambassadeur à Londres, parce que c'est un homme qui vraiment s'est placé très facilement dans le monde diplomatique et dans le monde de l'établissement anglais, où il a d'ailleurs beaucoup plu. Il a beaucoup plu à l'élite britannique. Et en revanche, je dis qu'il n'avait pas d'amis. Et sa famille, ses proches, est-ce qu'il les place? Alors, il avait un lien très fort avec son frère, à qui il a confié la direction de son journal, qui était peut-être l'enfant qu'il préférait, Il Popolo d'Italia. Et il était en communication pratiquement chaque soir avec son frère, puisque le journal a continué à être publié. D'ailleurs, Benito écrivait régulièrement dans son ancien journal. Alors pour ses fils, il n'a pas fait preuve de népotisme. Par contre, il a un lien particulier avec sa fille, en fait, qui avait hérité de son caractère volcanique. Et donc, c'est avec elle qu'il s'entendait le mieux. Et là où il a fait preuve de népotisme, c'est quand il favorise la carrière de son gendre, lui-même fils d'un hiérarque, Galeazzo Ciano, qui épouse la volcanique Eda, et il était diplomate à l'origine, et il a connu une accélération de sa carrière en étant le ministre des Affaires étrangères de son beau-père de 1936 à 1943. Lui, Ciano, quel homme était-ce? Parce qu'il va finir d'une manière, lui, assez odieuse. Alors, assez tragique, puisque Mussolini le fera fusiller. Il a fusillé son propre gendre. Grecque, voilà, tout à fait. Oui, c'est shakespearien. Alors, en fait, Ciano avait un projet de politique étrangère, c'est-à-dire il est l'homme de l'alliance avec l'Allemagne, incontestablement, mais sans perdre quand même le fil avec Londres. C'est-à-dire que l'alliance avec l'Allemagne devait faire comprendre aux Anglais qu'ils ne devaient pas perdre le lien avec l'Italie, puisque les relations entre l'Angleterre et l'Italie s'étaient considérablement dégradées du fait de la guerre d'Éthiopie. Et Ciano est nommé après la fin de la guerre d'Éthiopie. Donc il avait un vrai projet qui était quand même assez traditionnel, c'est-à-dire l'équidistance, l'équilibre de la maison de Savoie,
et de l'Italie entre les grandes puissances. Là où Mussolini, lui, année après année, se rapproche considérablement de l'Allemagne, il est fasciné de plus en plus par les réalisations de l'Allemagne nazie, il est fasciné de plus en plus par Hitler, il a une fascination pour la force, qu'incarne le nazisme. Quand il fait son voyage en 1937 en Allemagne, il revient mais complètement fasciné par ce qu'est devenu l'Allemagne sous la férule des nazis. Et en fait, la politique étrangère, c'est lui qui la décide. Et son gendre n'a pas suffisamment d'influence, il n'a pas de poids politique, ni la personnalité pour s'opposer à son beau-père. Et en fait, il accompagne, sans pouvoir l'enrayer, cette avancée vers l'alliance avec l'Allemagne et vers la guerre sur laquelle Ciano avait une vision très nette. Il ne voulait pas cette entrée en guerre, pas plus que le Palais Royal ne le voulait, pas plus que le pape Pie XII ne voulait cette entrée en guerre de l'Italie, mais c'est Mussolini qui impose cette entrée en guerre en juin 1940. Oui, parce que la première année, on est dans une non-belligérance. Il n'y a pas de neutralité, mais... Alors voilà, en fait, c'est une neutralité, si vous voulez, mais le mot lui était insupportable, parce que c'était ce qu'avait fait l'Italie en 1914, donc il ne pouvait pas faire la même chose. Donc c'est une non-belligérance. En fait, les mots ont un sens, et en fait, il veut rentrer en guerre. Il ne pouvait pas entrer en guerre en 1939. L'Italie n'était pas prête à entrer en guerre. Mais cette non-belligérance était une torture pour lui, et l'écroulement de la France en 1940, rapide et soudain, en fait, le conduit à entrer en guerre pour être à la table des négociations et avoir quelques dépouilles de la malheureuse France à genoux face à l'Allemagne. Mais on peut dire que c'est la guerre, là on va arriver au 24 juillet 1943, c'est la guerre qui va avoir la peau de Mussolini, si je puis dire. Oui, et les défaites surtout. Les défaites, oui. Donc on va arriver donc au 24 où... C'est cette nuit funeste pour le régime, du 24 au 25 juillet 1943. Donc ça, c'est la réunion du Grand Conseil fasciste. Alors, comme on disait, c'est une véritable pièce de théâtre. Là, on est dans la tragédie grecque, c'est du Shakespeare. Donc, comment ça s'est passé ? Qui sont ces hommes qui sont arrivés dans le 24 juillet ? Et puis, qu'est-ce qui va les pousser ? Alors, je ne sais pas si on peut dire, ils trahissent Mussolini ou ils le renient ? On est dans quel... Alors... Déjà, est-ce que tout le monde est d'accord Alors, majoritairement, alors faut partir du commencement. Le Grand Conseil fasciste, c'est la dernière instance, c'est la grande instance du Parti national fasciste. C'est la dernière instance qui subsiste de nature collégiale, c'est-à-dire où les dirigeants peuvent discuter avec Mussolini. C'est la raison pour laquelle il ne l'avait pas réuni depuis 1939. Et il ne l'avait pas réuni pour la déclaration de guerre de 1940, parce qu'il savait très bien que, en fait, une grande partie des hiérarques étaient opposés à l'entrée en guerre et à l'alliance avec l'Allemagne. Donc c'est le seul endroit où ils peuvent contester Mussolini. Et en fait, pour beaucoup d'entre eux, l'accumulation des défaites et en quelque sorte la vassalisation de l'Italie vis-à-vis de l'Allemagne leur sont absolument insupportables. Ils perdent la foi dont nous parlions au début de notre entretien. Pour eux, ils s'aperçoivent que Mussolini les conduit au désastre, conduit l'Italie au désastre, qu'il est fatigué, il est de plus en plus malade. Ce n'est plus le Dieu, en fait, qui assurait la grandeur de l'Italie. Et là, le voile, pour eux, c'est complètement déchiré. Et il n'y a pas de trahison, il y a plus... Eux, en tout cas, ils n'ont pas le sentiment de trahir, puisque pour eux, en fait, ils ont le choix désormais entre sauver Mussolini et sauver l'Italie. Et ils choisissent de sauver l'Italie. Ils considèrent que le maintien de Mussolini, en tout cas la direction des opérations militaires, puisqu'il avait pris au roi une partie de son commandement, conduisait l'Italie au désastre. Et pour sauver l'Italie, en fait, ils se sont dressés contre Mussolini. Mais est-ce qu'il y a une majorité qui... Alors, clairement, il y a une majorité. Comment ça se passe concrètement ? On vote Alors, il y a un ordre du jour qui a été rédigé par Dino Grandi, qui était quand même un des grands parmi les grands, avec Giuseppe Bottai, mais c'est l'ordre du jour Grandi qui enlève le commandement militaire à Mussolini et le remet entre les mains du roi. Donc, ils arrachent à Mussolini une convocation du Grand Conseil, qui se déroule dans la nuit du 24 au 25 juillet. Et Mussolini sent ce qui va arriver, ou il est comme César il arrive avec beaucoup de sérénité, parce que d'abord il les méprise, et ensuite il est persuadé de convaincre tout le monde de ne pas voter contre lui, et il est persuadé d'avoir le soutien du roi.
Et en fait, les Mais trois il sait quand même éléments... déjà qu'il y a quelque chose qui se Oui, trame. bien sûr, parce qu'il a connaissance de l'ordre du jour de Dino Grandi. Donc, il arrive en pleine connaissance de cause, mais il pense qu'il va bien s'en sortir. Alors, la nuit est très longue, il y a beaucoup de discussions. C'est violent? Non, pas spécialement, non, c'est pas violent sur la forme. Chacun lit son discours, attaque Mussolini, il se défend, y compris son propre gendre, participe à la curée. Et il a droit à un regard assassin, bien sûr, de son beau-père. Là, on peut pas quand même parler de trahison, en tout cas de trahison familiale. Et à la fin de la nuit, eh bien, on vote et une majorité se dégage contre Mussolini. Et là, il se lève en disant, en me renversant, vous renversez tout, en fait. Et ils ne sont pas vraiment aperçus que, comme un peu les thermidoriens, en 1894, qu'en renversant Mussolini, il renversait le régime, parce que parallèlement, le roi sur lequel Mussolini comptait tant a mené, lui, son propre complot. Il s'est appuyé sur le vote des hiérarques pour avoir le prétexte institutionnel de destituer Mussolini. Donc le lendemain, le 25, dans l'après-midi, Mussolini se rend à la Villa Savoia, qui est la résidence privée du roi, certain d'avoir le soutien du roi pour reprendre tout en main. Et là, d'une manière, il est stupéfait, il entend le roi, en fait, le destituer. Ça dure 20 minutes. En 20 minutes, Victor Emmanuel III met fin à 20 ans de fascisme. Complètement abasourdi, parce que Mussolini est un homme qui a des crises d'abattement toujours dans sa vie, et là il a une crise d'abattement, il sort de la Villa Savoia, et là il est arrêté sur ordre du roi, mis dans une ambulance et emmené dans une prison. Donc en fait on a eu le complot en quelque sorte des grands du fascisme et le complot royal. Les grands du fascisme s'attendaient à hériter du poste, en tout cas beaucoup d'entre eux. Et puis Victor Emmanuel III, en fait, fait une journée des dupes. Il les trompe tous et il choisit un militaire, le maréchal Badoglio, ce qui a été d'ailleurs une catastrophe pour lui et pour l'Italie, comme successeur de Mussolini. Et il abat ainsi le régime fasciste. Ce que ne voulaient pas, évidemment, les hiérarques. Alors donc ces hiérarques, que deviennent-ils? Ceux qui ont soutenu Mussolini sont arrêtés également? Alors, il y a eu une dispersion du troupeau, en fait. Certains se sont enfuis, d'autres ont été arrêtés. Ils sont libérés par les Allemands en septembre 1943. Certains se sont échappés pour aller se réfugier en Allemagne. Ça a été le cas, par exemple, de Roberto Farinacci. Et ils sont récupérés par les Allemands. Mais Hitler ne veut entendre parler que d'un seul, c'est Mussolini. C'est-à-dire qu'il méprise lui aussi tous ses hiérarques et ce qu'il veut, c'est récupérer Mussolini, d'où la fameuse opération de Toscanini, de libération de Mussolini dans les Abruzzes. Et donc Mussolini, lui, va créer dans le nord de l'Italie la République sociale italienne. Est-ce qu'à ce moment-là, on peut parler d'un retour aux sources du fascisme? Alors, et si oui, quels sont les hommes qui sont restés? Voilà, pour moi, c'est clair, c'est un retour aux sources. Le fascisme redevient ce qu'il a été, c'est-à-dire un mouvement... redevient ce qu'il a été ou ce qu'il aurait pu être? Ce qu'il a été, ce qu'il aurait dû être pour certains, ce qu'il n'a plus été, c'est-à-dire un mouvement républicain, la République, socialiste, la République sociale italienne, et nationaliste. Et là, il n'a plus les entraves que représentaient l'Église et la papauté, que représentait le grand capital, que représentait la monarchie. Il se libère de toute entrave et c'est là où il devient le mouvement extrêmement violent et totalitaire qu'il n'a pas été du moment où il a accédé au pouvoir et il s'est institutionnalisé. Et en fait, parmi les grands du fascisme, il y en a très très peu qui sont dans la RSI, soit parce que ils ont voté contre Mussolini et ils sont en exil loin de l'Italie, où il se cache en Italie. Et donc vous avez un homme qui est Pavolini, Alessandro Pavolini, qui incarne ce fascisme vraiment jacobin. On le compare souvent à une sorte de Saint-Just de la RSI, Saint-Just de la République de Salo, et qui incarne vraiment ce fascisme vraiment jacobin, dans le sens où on se croirait à Paris en 1793-94, c'est-à-dire qu'il y a des appels au meurtre, il y a des appels à l'épuration, il y a des grands procès, dont sont victimes deux des hommes dont je parle, le maréchal des Bono,
qui était une personnalité quand même de poids relatif, et puis le gendre Ciano. Ça se finit comment? Parce que Ciano, comment ça se fait? Il suit son beau-père ou... Non, pas du tout, parce que en fait... comment il fait pour se retrouver là? Il aurait pu s'enfuir également. Ciano, en fait, a été victime en fait, d'un coup tordu des Allemands, qui lui ont fait croire qu'il pouvait aller se réfugier en Espagne. Et en fait, il l'arrête. Il se retrouve en Allemagne avec sa belle famille. Donc l'ambiance était quand même un peu tendue. Et puis au moment de la RSI, en fait, il est arrêté et les nazis volent sa tête. Hitler, en fait... testait Mussolini, la détermination de Mussolini, et les durs du régime aussi voulaient la tête de Ciano comme un test, et c'est pour ça que Mussolini en fait abandonne son gendre lors d'un procès digne des procès de Paris de 1794, où ceux qui ont trahi le 24-25 juillet 1943 sont jugés en fait et des seconds couteaux à part de Bono et Ciano, et ils sont condamnés à mort. Les deux sont exécutés. Et les deux sont exécutés d'une manière assez infamante, puisqu'ils sont fusillés dans le dos. Mais Ciano se retourne au dernier moment, je crois. Oui, là, au dernier moment, il a voulu faire face à la mort. J'imagine que je ne me mets pas à sa place, mais si je me mets à la place du père, j'imagine que la fille Eda Mussolini, ça a dû quand même un peu... Oui, il y a eu rupture, évidemment, entre Eda et son père, puisqu'elle a tout fait, évidemment, pour sauver son mari. Et elle a notamment... elle a pu aller se réfugier en Suisse, et elle a conservé le journal de son époux, le journal intime de son époux, que tout le monde voulait absolument récupérer, notamment les Allemands, pour savoir ce qu'il y avait à l'intérieur. Donc là, bien sûr, il y a eu rupture. Mais vous savez, chez les Mussolini, la politique imprègne tout. Et donc, c'est une famille qui s'est vouée à la politique et qui a été brisée par la politique. Être animé. D'ailleurs, vous parliez du journal de Ciano. Quelles ont été vos sources pour connaître la pensée de ces hommes? Il y a beaucoup d'écriture? Alors, en fait, pour certains, il y a peu d'écrits, peu de biographies qui ont été réalisées. Donc, il a fallu un peu chercher un peu partout. Ceux qui ont survécu ont écrit leurs mémoires. Alors, évidemment, c'est des mémoires pro-domo, bien évidemment, parce qu'ils se défendent et puis ils chargent les autres en disant « c'est pas moi, c'est les autres ». Ça, c'est classique. Donc il y a tout un travail critique à faire. Et puis on a des sources de première main, comme par exemple le journal évidemment de Federzoni, le journal de Ciano, les mémoires de Grandi, et puis les écrits, les archives qui ont survécu au fascisme. Alors tous ces hommes, c'est bien beau, mais est-ce qu'autour de Mussolini, il y a des femmes également? Est-ce qu'elles ont compté? Vous avez parlé tout à l'heure de Margherita Sarfatti. Est-ce que les femmes ont compté pour Mussolini? Est-ce qu'elles ont été influentes? Il y a la première d'entre elles, Raquel. Alors, il y a des femmes. Alors, bien sûr, c'est un homme c'est un homme à femme, si vous me permettez l'expression, qui a une sexualité très très libre et très débridée, avant son mariage et après son mariage. Il ne sort pas d'un milieu, d'un univers qui cultive les valeurs traditionnelles et conservatrices. Là aussi, c'est d'ailleurs intéressant. Alors, les femmes ont compté dans sa vie. Certaines femmes ont compté. Alors, il y a eu son épouse Raquel, dont les parents ne voulaient pas le mariage avec Benito. Mais il avait tenu quand même à l'épouser. Alors c'est une femme à la fois discrète, mais quand même très présente. Très présente dans le foyer Mussolini. C'est la mamma, effectivement, et qui quand même n'hésite pas à dire ses vérités à Benito, dans le secret du foyer, et qui peut parfois donner son avis. Mais elle n'a pas d'influence politique. N'a pas eu d'influence politique non plus sa dernière maîtresse, Claretta Petacci, avec laquelle il meurt en 1945, qui est fusillée avec lui et exposée d'une manière ignominieuse avec lui sur la place Loreto à Milan, qui n'a pas d'influence politique. Le clan Petacci, lui, profite de la situation en termes d'enrichissement, ce qui générait beaucoup d'impopularité autour des Petacci. Ce qui est très intéressant, c'est que c'est un amant très, très doux, très mièvre même, avec Clara Petacci. Il s'envoie des petits mots doux, tout en ayant avec elle quand même parfois une certaine
brutalité dans leur rapport, hein, c'est ce qu'elle elle-même écrit hein, dans ses écrits intimes. Et puis la femme qui a beaucoup compté, c'est Margherita Sarfatti, la maîtresse issue de la bourgeoisie juive de Venise. Alors là, qui a eu une vraie influence politique auprès de lui. C'est elle qui contribue à le faire rentrer dans les milieux cultivés de la bourgeoisie italienne, qui aide à sa structuration intellectuelle, parce que c'est une femme très, très cultivée, une vraie intellectuelle. Donc elle a eu une incontestable influence jusqu'au moment où leur relation s'est délitée d'elle-même. Et puis bien sûr avec la radicalisation du fascisme dans les années 30 et puis l'instauration des lois antisémites, elle a rompu avec le régime et même avec l'Italie. Et elle a quitté l'Italie au bon moment. Il a eu une première femme aussi avant son mariage, dont il a eu un fils. Voilà, tout à fait, Ida Holzer, qui n'a pas eu d'influence dans sa vie, dans sa carrière et sa vie politique, mais qui a fait partie de ce moment où en fait il cultive un peu l'amour libre avec Raquel, et il se marie pas à l'église. Hein. Donc c'est après qu'il a officialisé sa position, fait communier ses enfants quand il est en position de négocier, au moment où il faut négocier avec le Saint-Siège les accords du Latran. Mais on est là dans des gens qui politiquement se situent quand même à gauche, hein, qui ne sont pas du tout dans une optique traditionnelle, de défense des valeurs traditionnelles. Même si la famille a quand même compté pour lui. Pour conclure, tous ces hommes qui l'ont entouré, après la chute du régime, puis après, à la fin, que sont-ils devenus, ceux qui n'ont pas été tués par les partisans? Est-ce qu'il y en a qui ont été emprisonnés après la guerre? Ou bien est-ce qu'ils ont disparu de la scène Alors, ils ont tous disparu de la scène politique. Hein. Comme l'avait dit Mussolini, en 1943, ils se sont suicidés politiquement. Ils ont accédé au pouvoir grâce à lui, et ils sont tombés avec. Donc, ceux qui l'ont suivi jusqu'en 1945 ont été exécutés, comme Farinacci, Pavolini, par les partisans. D'autres sont partis en exil dès 1943 et ont été ainsi sauvés, ou se sont cachés pendant la période de 1943 à 1945. Il y a eu quelques procès après, mais rapidement, il y a une amnistie qui est votée par la République italienne, et rapidement, on tourne la page, et donc ils meurent tous tranquillement dans leur lit. En suivant des carrières à ce moment-là dans le privé. Oui, tout à fait, pour certains, ou pas de carrière du tout. Enfin voilà, il n'y a plus de carrière politique pour... Même pas dans les mouvements comme le MSI ou quoi que ce soit. Pas pour les grands, pas pour les grands. Ni pour les intellectuels. Alors Bottai a continué à écrire, par exemple, il est resté l'intellectuel, mais il s'est converti, il a connu une sorte de conversion au catholicisme, d'ailleurs une très, très, très belle, mais ça a été fini, ils n'ont plus d'influence. Frédéric Lomal, merci. Donc pour en savoir un peu plus sur tous ces hommes, il y en a combien qui sont... Alors, il y en a une quinzaine? Oui, une quinzaine. Il y en a 15. Oui. Donc le choix n'a pas dû être facile, j'imagine. Non, il a fallu faire les plus connus. Les plus représentatifs des différents courants, etc. Voilà. Donc Frédéric Lemoine, Les Hommes de Mussolini, aux éditions Perrin, c'est un livre de 2022, mais bon, toujours parfait à lire. Merci infiniment. C'était Passé Présent, l'émission historique de TVL, réalisée en partenariat avec la Revue d'Histoire Européenne. Vous allez maintenant retrouver Christopher Lannes et La Petite Histoire, mais n'oubliez pas de cliquer sur le pouce levé sous la vidéo et de vous abonner à notre chaîne YouTube. Merci et à bientôt.
Vous vous souvenez, dans mon épisode sur le Normandie-Niemen, cette escadre française qui était allée combattre pendant la Seconde Guerre mondiale aux côtés de l'URSS, j'avais dit qu'on parlerait un jour des malgré nous. Eh bien aujourd'hui, on va parler de ces malgré nous, vous savez, ces citoyens alsaciens et lorrains qui étaient considérés comme des citoyens allemands et qui ont été incorporés dans la Wehrmacht dès l'été 1942. Et là, on va parler particulièrement des malgré nous prisonniers en URSS. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que 90% d'entre eux ont été envoyés sur le front de l'Est parce qu'il n'était pas question de les faire combattre sur les théâtres occidentaux, particulièrement en France. Ils ont donc été incorporés tardivement à l'été 1942, je l'ai dit, avec le service obligatoire, et on ne leur faisait pas beaucoup confiance, on les envoyait, je vous l'ai dit, sur le front de l'Est, mais aussi leur nombre au sein de chaque unité ne dépassait jamais 5%. Les actes d'insoumission de ces malgré nous dans l'armée allemande sont très nombreux, et si on se fie aux renseignements militaires soviétiques, eh bien, les désertions sont nombreuses également. Au total, de 42 à 45, ce sont 130 000 Alsaciens lorrains qui seront incorporés dans l'armée allemande. Sur le front de l'Est, pour 90% d'entre eux, eh bien, il y a des désertions, des actes d'insoumission, mais ils combattent, ils ont l'uniforme allemand, et ils sont aussi faits prisonniers, comme tout le monde. Sur l'impulsion du communiste André Marty, il considère que même s'ils ont l'uniforme allemand, ils restent dans l'âme des citoyens français, et donc ils doivent être traités comme tels en tant que prisonniers. C'est ainsi qu'ils sont tous regroupés dans un seul et même camp, le camp numéro 188 de Tambov. Ce camp a été ouvert en 1942. Au départ, on ne compte pas beaucoup de Français. Par exemple, en juin 1943, il n'y en a que 3. Il y en a 42 en août, 394 en octobre, 412 en novembre, et en janvier 1944, le camp de Tambov compte 1039 Français sur ses 2751 prisonniers. Et en septembre 45, alors là, les effectifs culminent à la hauteur de 11 000 Français dans ce camp de prisonniers. Quand je dis 11 000 Français, on parle évidemment des malgré nous, qui sont dans la Wehrmacht, certes, mais qui sont considérés comme des citoyens français originaires d'Alsace et de Lorraine. La vie dans ce camp est rythmée par les heures de travail, on leur fait couper le bois alentour, on leur fait construire une écluse, on leur fait extraire la tourbe, elle est aussi rythmée par de maigres repas, on va en parler, et aussi par une éducation politique au communisme. Comme dans beaucoup de camps de prisonniers, eh bien la situation sanitaire est accablante. Un quart des détenus ont le typhus, 15% la tuberculose, et sans parler des autres joyeusetés telles que la dysenterie infectieuse ou encore la pneumonie. Les rations journalières des repas sont très en deçà des conventions et très en deçà de ce qu'a besoin un homme. On leur donne l'équivalent de 1340 calories par jour. C'est autre chose que le régime du camp ou je ne sais quoi. Ainsi, à leur retour, on a calculé leur poids à leur retour en France, le poids moyen des prisonniers est de 42 kilos. Je ne l'ai pas dit, mais beaucoup de ces malgré nous engagés de force dans l'armée allemande se sont rendus volontairement aux soviétiques en croyant ainsi servir la France. Et bien là, dans ces camps, avec ces conditions dramatiques, ils se sentent un peu abandonnés. Ils ont le sentiment d'avoir été oubliés par la France, mais c'est un peu plus compliqué que ça. Par exemple, dès la fin 1943, ils sont devenus littéralement un pion dans l'échiquier de la diplomatie. Les dirigeants soviétiques eux-mêmes hésitent du sort à réserver aux malgré nous, et deux solutions s'offrent à eux. La première, c'est de former une unité soviétique composée de malgré nous, donc une brigade Alsace-Lorraine, et la seconde, c'est de les remettre aux autorités gaullistes pour qu'ils soient engagés sur le front de l'Italie. Et lorsque le 6 juin 1944, les Américains débarquent en Normandie, eh bien, les Soviétiques choisissent la seconde option et envoient déjà un contingent de 1500 malgré nous à destination de l'Afrique du Nord un mois plus tard. En septembre 1945, sur les 15 139 prisonniers de guerre français recensés,
12 146 ont déjà quitté l'Union soviétique en direction de la France. En décembre 1945, le gouvernement soviétique libère la grande majorité des prisonniers, dont les malgré nous, à l'exception des prisonniers des pays vaincus, l'Allemagne, le Japon et l'Italie. Les malgré nous sont peu à peu libérés, ils sont tous envoyés progressivement vers le camp 186, situé près d'Odessa, actuellement en Ukraine, dans le but d'être rapatriés vers la France le plus vite possible. Selon les documents disponibles aux archives spéciales de Moscou, 23 136 prisonniers de guerre français ont été comptabilisés. 1325 sont morts en captivité et 21 811 ont été remis aux autorités de leur pays d'origine. Là, on parle des prisonniers qui ont été amenés vivants dans les camps et qui ont été recensés dans les camps soviétiques. On ne parle pas des prisonniers faits sur le front ou qui seraient morts, exécutés sur le front, disparus pendant les interminables convois qui devaient les ramener jusqu'à leur camp. Les malgré nous avaient évidemment des raisons de se plaindre et de se sentir abandonnés, mais si on regarde les chiffres, les prisonniers français ont été parmi les moins maltraités pendant la guerre par les soviétiques, avec un taux de perte dans les camps de seulement 5,7%. Je dis seulement parce que comparé aux prisonniers allemands, roumains et italiens, c'est quand même autre chose, hein. Le taux de perte pour les Allemands dans les camps est de 15%, pour les Roumains de 29% et pour les Italiens de 56%. En plus, les malgré nous ont été libérés plus vite que les autres prisonniers, ce qui fait qu'ils ont aussi échappé à la très grave crise alimentaire de 46-47 qui a contraint les autorités soviétiques à réduire encore les rations journalières aux prisonniers. Là, on a parlé de 23 000 prisonniers recensés et on n'en compte que 12 000 qui sont rentrés en France. Il en manque 11 000, où sont-ils? Eh bien, on ne sait pas, leur sort demeure totalement un mystère. Soit ils ont été tués au front, soit ils ont été exécutés au front alors qu'ils se rendaient, ou soit ils sont morts lors des interminables convois qui devaient les ramener vers les camps et transvaser de camp en camp. En juillet 1955, officiellement, le dernier malgré nous français rentre en France, et cet épisode était quelque part un moyen de rendre hommage à ces oubliés de la Seconde Guerre mondiale. Merci à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode de La Petite Histoire. Je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures tous les mardis sur TV Liberté.